James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Au cours de leur promenade cette nuit-là, et pendant beaucoup d'autres nuits, Daniel essaya de parler à Fonny de ce qui lui était arrivé en prison. Parfois il était chez nous et je l'entendais. Parfois, Fonny et lui étaient seuls. Parfois, quand Daniel parlait, il pleurait, et Fonny ou moi le prenions dans nos bras. Daniel sortait ces choses, il les tirait, les arrachait de lui-même comme si ça avait été du métal tordu, déchiqueté, auquel s'accrochaient des lambeaux de chair. Il les extirpait de lui comme un homme qui essaie de guérir. Au début, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu peux pas comprendre. Ils sont venus me chercher sur mon perron et ils m'ont fouillé. En y repensant plus tard, je me suis rendu compte que je savais pas pourquoi. On était tout le temps sur ce perron, les autres et moi, et on les voyait passer dans leur voiture. Même si moi je prenais pas de blanche, ils savaient forcément qu'il y avait d'autres mecs qui se piquaient. Ils pouvaient voir les types se gratter et d'autres ligner de la tête. Ils savaient ce que ça veut dire, j'en suis sûr. Après, en y repensant, je me suis dit, ces salauds, ça les excite. Ils vont au commissariat faire leur rapport. Tout est calme, chef. Nous avons escorté la French Connection dans sa tournée. La drogue a été livrée et les nègres sont tous défoncés. Mais cette nuit-là, j'étais tout seul. J'allais rentrer quand ils ont arrêté leur voiture. Ils ont sauté sur moi et ils m'ont poussé dans l'entrée de l'immeuble pour me fouiller. Vous savez comment ils s'y prennent. Je ne sais pas. Mais Fonny, le visage immobile, le regard sombre, incline la tête. Je venais de me procurer un peu d'herbe. Elle était dans ma poche arrière. Ils l'ont sortie. Mon vieux, qu'est-ce qu'ils aiment te plotter le cul. Ils m'ont mis les menottes et m'ont poussé dans l'auto. J'avais pas pensé que ça irait jusque-là. Peut-être que je planais un peu. Peut-être que j'avais pas eu le temps de penser. Mais quand cet homme m'a passé les menottes et poussé en bas des escaliers jusqu'à la voiture et qu'elle s'est mise à rouler, j'ai eu envie d'appeler ma mère. Et puis j'ai commencé à être paniqué parce qu'elle est presque impotente et qu'elle allait s'inquiéter et personne saurait où j'étais. Ils m'ont emmené au commissariat, ils m'ont inculpé de possession de narcotiques et ils m'ont enlevé tout ce que j'avais sur moi. J'ai commencé à demander si je pouvais passer un coup de téléphone et puis je me suis rendu compte que j'avais personne à appeler sauf ma mère. Et à qui pourrait-elle téléphoner à cette heure-là de la nuit? Tout ce que je pouvais faire, c'était espérer qu'elle s'était endormie en pensant que je rentrerais tard et que quand elle se réveillerait au matin, j'aurais trouvé une solution. Ils m'ont mis dans une cellule avec 4 ou 5 types qui somnolaient et pétaient. Alors, je me suis assis et j'ai essayé de reprendre mes esprits. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai personne que je peux appeler, sauf peut-être ce juif pour qui je travaille. C'est pas un mauvais bougre, mais il va rien comprendre à tout ça. Ce que j'essaie de trouver, c'est quelqu'un qui pourrait prévenir ma mère, quelqu'un qui est calme et qui saura la calmer et faire quelque chose. Mais je trouve personne. Au matin, ils nous ont mis dans le fourgon. Il y a un vieux blanc dégueulasse qu'ils ont dû ramasser dans le Bowery. Il a vomi partout sur lui et il regarde le plancher en chantant. Il sait pas chanter, mais qu'est-ce qu'il pue. Et alors, mon vieux, je suis vachement content de pas fonctionner à l'héros parce qu'un des frères se met à gémir. Il a enroulé ses bras autour de ses épaules et la sueur commence à dégouliner de son corps comme d'une planche à laver. Il est à peu près de mon âge et sûr que je voudrais l'aider, mais je sais que je peux rien faire. Je me dis, les flics qui l'ont mis dans ce fourgon, ils savent que ce mec est malade. Je suis sûr qu'ils le savent. Il devrait pas être ici, et en plus, c'est presque un gosse. Mais les salauds qui l'ont mis dans ce fourgon, mon vieux, ils jouissaient dans leur froc quand ils l'ont fait. Je crois pas qu'il y ait un seul homme blanc dans ce pays, mon vieux, qui peut seulement bander s'il n'entend pas un nègre gémir. On arrive là-bas, et j'ai toujours pas trouvé quelqu'un à appeler. J'ai envie de chier, et j'ai envie de mourir, mais je sais que je peux faire ni l'un ni l'autre. Je suppose qu'ils me laisseront chier quand ça leur plaira. En attendant, faut que je me retienne comme je peux, et c'est complètement idiot de vouloir mourir, parce qu'ils peuvent me tuer quand ils veulent, et peut-être que je mourrai aujourd'hui, avant d'avoir chié. Alors je repense à ma mère. Maintenant elle s'inquiète, je le sais. Quelquefois Fonny le tenait dans ses bras, quelquefois c'était moi. Quelquefois il nous tournait le dos, debout à la fenêtre. Je peux pas vous dire grand-chose d'autre. Il y a peut-être toute une partie de cette saloperie que je ne serai jamais capable de dire à personne. Ils m'avaient arrêté à cause de cette herbe et ils m'ont condamné pour la bagnole. Cette bagnole que j'ai jamais vue. Ce jour-là, ils avaient besoin d'un voleur de voiture, je suppose. J'aimerais drôlement savoir à qui elle appartient. J'espère que c'était pas un mec noir. Parfois Daniel souriait, il s'essuyait les yeux. Nous mangions et buvions tous les trois. Daniel essayait de toutes ses forces de dépasser quelque chose d'innommable. Parfois je le tenais dans mes bras, parfois c'était Fonny. Il n'avait que nous. Le lendemain de ma visite à Hayward, je suis allé à la prison à 6 heures. Je n'avais jamais vu Fonny aussi bouleversé. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire au sujet de Madame Rogers? Où est-ce qu'elle a foutu le camp? Je ne sais pas, mais nous trouverons. Comment?
Nous envoyons des gens à Porto Rico, nous pensons que c'est là qu'elle a dû aller. Suppose qu'elle soit allée en Argentine, ou au Chili, ou en Chine. Fonny, je t'en prie, comment pourrait-elle aller si loin? Ils peuvent lui donner le fric pour se rendre n'importe où. Qui? Les types du procureur, bien sûr. Fonny, tu ne crois pas? Tu ne crois pas qu'ils sont capables de le faire? Je ne crois pas qu'ils l'ont fait. Où allez-vous trouver le fric pour faire les recherches? Nous travaillons, tous. Ouais. Mon père travaille dans la confection, toi tu travailles dans ton grand magasin, et ton père sur les quais. Fonny, écoute. Écoute quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet avocat de merde? Il se fout éperdument de moi. Il se fout de tout le monde. Tu veux que je meure ici? Tu sais ce qui se passe ici? Tu sais ce que j'encaisse ici? Fonny, Fonny. Je suis désolé, baby. C'était pas contre toi que je disais ça. Je suis désolé. Je t'aime, Tiche, pardonne-moi. Moi aussi je t'aime, Fonny. Comment va le bébé? Il grossit. Le mois prochain, ça commencera à se voir. Nous nous regardons. Baby, sors-moi de là. Sors-moi de là, je t'en supplie. Je te le promets, je te le jure. Ne pleure pas, je regrette d'avoir crié. Ce n'était pas contre toi que je criais, Tiche. Je sais. Je t'en prie, ne pleure pas, c'est mauvais pour le bébé. Oui. Fais-moi un petit sourire, Tiche. Comme ça, tu peux faire mieux. C'est mieux? Oui. Embrasse-moi. J'embrasse la vitre. Il pose ses lèvres au même endroit de l'autre côté. Tu m'aimes encore? Je t'aimerai toujours. Je t'aime. Tu me manques. Tout toi me manque. Tout ce que nous vions ensemble quand on se promenait, quand on parlait, quand on faisait l'amour. Oh baby, sors-moi de là. Je le ferai. Tiens bon. Je te le promets. À demain. À demain. Il a suivi le gardien dans cet enfer inimaginable et je me suis levé, les jambes et les bras tremblants, pour traverser à nouveau le Sahara. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Toute la nuit, j'ai fait des cauchemars. Dans un de ces cauchemars, Fonny conduisait un énorme camion très vite, trop vite, sur une grande route. Il me cherchait, mais il ne me voyait pas. J'étais derrière le camion et je l'appelais, mais le grondement du moteur couvrait ma voix. La route longeait la mer sur une falaise. Et il y avait une bifurcation, deux routes exactement semblables. L'une d'elles conduisait à l'allée de notre maison, l'autre menait au bord de la falaise directement dans la mer. Il allait trop vite. Je hurlais son nom et, au moment où il prenait la seconde route, je poussai un autre cri et m'éveillai. La lumière était allumée et Sharon se tenait debout près de mon lit. Je ne saurais décrire son visage. Elle m'a essuyé le cou avec une serviette mouillée, puis elle s'est penchée et m'a embrassé. Elle s'est redressée et m'a regardé dans les yeux. Je sais que je ne peux pas t'aider beaucoup en ce moment. Dieu sait que je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le faire. Mais je sais ce qu'est la souffrance, si ça peut t'aider. Je sais qu'elle a une fin. Je ne veux pas te raconter de mensonges comme de prétendre que cette fin est toujours heureuse. Parfois c'est pire. Parfois on souffre tant qu'on se retrouve dans un monde où il n'y a plus de souffrance, plus rien. Et c'est pire. Elle a pris mes deux mains dans les siennes et les a serrées. Essaie de te rappeler ça. Et aussi, la seule façon pour qu'une chose se fasse, c'est quand on décide de la faire. Beaucoup de nos êtres chers, beaucoup de nos hommes sont morts en prison, mais pas tous. Rappelle-toi ça aussi. Et puis, tu es pas vraiment seul dans ce lit, Tiche. Tu as cet enfant contre ton cœur, et nous comptons tous sur toi. Fonny compte sur toi, pour conduire cet enfant jusqu'à son terme. Toi seul peux le faire. Mais tu es forte. Appuie-toi sur ta force. J'ai dit oui. Oui, maman. Je savais que je n'avais pas de force, mais j'allais en trouver, quelque part. Ça va maintenant? Tu vas te rendormir? Oui. Ce que je vais te dire est un peu ridicule. Mais n'oublie pas, c'est l'amour qui t'a fait ce que tu es. Si tu as fait confiance à l'amour jusqu'ici, ne désespère pas maintenant. Elle m'a de nouveau embrassé, puis elle a éteint la lumière et elle est sortie de la chambre. J'étais allongé, toujours éveillé et terrifié. Sors-moi de là. Je me rappelais des femmes que j'avais connues, mais à peine regardées et qui me faisaient peur, parce qu'elles savaient se servir de leur corps pour obtenir ce qu'elles voulaient. Je commençais vraiment à comprendre que le jugement que j'avais porté sur elles n'avait pas grand-chose à voir avec la morale. Je commençais aussi à me demander ce que signifiait ce mot. Mon jugement avait été motivé par le fait qu'elles semblaient vouloir si peu. Je ne pouvais imaginer de me prostituer pour un si bas prix, mais pour un prix plus élevé, pour Fonny. Je m'endormis enfin, un temps très court, puis je me réveillai. Je ne m'étais jamais senti aussi fatigué. Tout mon corps me faisait mal. J'ai regardé la pendule et j'ai vu qu'il serait bientôt le temps de me lever pour aller travailler, à moins que je me fasse porter malade. Mais ce n'était pas possible. Je me suis habillé et je suis allé dans la cuisine boire une tasse de thé avec maman. Joseph et Ernestine étaient déjà partis. Maman et moi avons bu notre thé en silence. Une idée tournait sans cesse dans mon esprit. Je ne pouvais pas parler. Je suis descendu dans les rues. Il était un peu plus de 8 heures.
ces rues du matin qui ne sont jamais vides. Je suis passé devant le vieil aveugle noir au coin de ma rue. Je l'avais peut-être vu tous les jours, toute ma vie. Mais pour la première fois ce matin, je me suis demandé quelle était sa vie. Il y avait aussi 4 adolescents debout en train de parler, des drogués. Quelques femmes se hâtaient vers leur travail. J'ai essayé de déchiffrer leur visage. D'autres allaient prendre un peu de repos dans des chambres meublées du côté de l'avenue. J'ai pensé, si je dois faire le trottoir, je ferais mieux de ne pas essayer par ici. Ça me prendrait autant de temps que de cirer des parquets tout en étant bien plus pénible. En fait, je me disais, je sais que si je peux pas le faire tant que le bébé ne sera pas né, mais si à ce moment-là, Fonny est toujours en prison, il faudra peut-être que j'essaye. Autant valait m'y préparer. Mais tout au fond de mon esprit, une autre idée tournait, que je n'avais pas encore le courage d'affronter, je le savais. Me préparer comment? J'ai descendu les marches, franchi le tourniquet, et je me suis retrouvé sur le quai avec les autres voyageurs. Quand le train est arrivé, j'ai poussé pour y entrer, comme eux, je me suis appuyé contre une barre, et j'ai senti leur haleine et leur odeur m'envahir. Une sueur froide a couvert mon front, et commençait à couler le long de mon dos. Je n'y avais pas pensé jusqu'alors, parce que je savais que je devrais travailler jusqu'au dernier jour. Mais brusquement, je me suis demandé comment je ferais, à mesure que je deviendrais plus lourde et plus malade, pour me rendre à mon travail. Si j'avais un malaise, ces gens, en entrant ou en sortant du wagon, nous piétineraient à mort, le bébé et moi. Nous comptons sur toi, Fonny compte sur toi. Fonny compte sur toi pour mener le bébé à terme. Je me suis agrippé à la barre, mon corps glacé tremblait. J'ai regardé autour de moi. Le wagon ressemblait un peu à ces dessins de bateaux négriers. Bien sûr, il n'avait pas de journaux sur les négriers, il n'en avait pas encore besoin. Mais pour l'espace, et peut-être aussi les buts, le principe était exactement le même. Un gros homme qui sentait la sauce épicée et le dentifrice m'envoyait son haleine en plein visage. Ce n'était pas sa faute s'il était obligé de respirer et si mon visage se trouvait là. Son corps se pressait contre le mien, mais ça ne signifiait pas qu'il pensait à me violer, ni même qu'il pensait à moi. Il se demandait probablement, et d'une façon vague, s'il arriverait à la fin de cette nouvelle journée de travail. Quand un wagon de métro est bondé, à moins qu'il ne soit plein de gens qui se connaissent, qui vont en pique-nique par exemple, il est presque toujours silencieux, comme si chacun retenait sa respiration en attendant de sortir. Chaque fois que le train s'arrête dans une station et que des gens vous poussent pour sortir, comme le faisait à l'instant l'homme qui sentait la sauce épicée et le dentifrice, un grand soupir semble s'élever, immédiatement étouffé par les gens qui montent. Maintenant, c'était une fille blonde, encombrée d'un carton à chapeau, qui me soufflait sa gueule de bois dans la figure. Enfin, mon tour de descendre est venu. Je suis sorti du métro, j'ai traversé la rue, et je suis entré dans le magasin par l'entrée de service. J'ai pointé, changé de vêtements et gagné mon comptoir. J'étais un peu en retard dans la salle, mais j'avais pointé dans les temps. Le chef de rayon, un blanc, jeune et plutôt gentil, a froncé les sourcils d'un air faussement sévère en me voyant me précipiter à ma place. Il n'y a pas que des vieilles dames blanches qui viennent à ce rayon sentir le dos de maman. Il est rare qu'un type noir s'approche du comptoir, ou alors c'est avec des intentions plus généreuses et toujours plus précises. Pour un type noir, je ressemble peut-être trop à une petite sœur complètement paumée, et il ne veut pas me voir devenir putain. Certains s'approchèrent aussi, peut-être, pour me regarder dans les yeux, pour entendre ma voix, afin de vérifier le sens de ma présence ici. Et ils ne sentent jamais le dos de ma main. Un noir tend la sienne, vous vaporisez un peu de parfum dessus, et il la porte à ses narines. Il refuse de jouer la comédie du type qui cherche un parfum. Parfois il en achète, mais le plus souvent non. Parfois la main qu'il a portée à son visage se serre en un point complice, et après cette prière, ce salut, il s'éloigne. Un homme blanc, lui, porte votre main à ses narines et la retient un moment. Toute la journée j'ai regardé les gens aller et venir, sans pouvoir me débarrasser de cette idée qui tournait dans mon esprit. Le soir, Ernestine est passée me prendre. Elle m'a dit que Madame Rogers avait été retrouvée à Santurce, à Porto Rico, et que l'un d'entre nous devrait y aller. Avec Hayward? Non, Hayward s'occupe de Belle et du procureur. De toute façon, tu comprends bien que pour des tas de raisons, il ne peut pas y aller. On l'accuserait de vouloir suborner un témoin. Mais c'est ce qu'ils font, eux. Tiche. Nous remontions la 5e avenue en direction de Columbus Circle. Ton bébé serait déjà en âge de voter que nous essayerions encore de le prouver. Nous rentrons en métro ou en autobus. Nous allons nous asseoir quelque part pour laisser passer l'heure de pointe. Toi et moi, il faut que nous parlions. Avant d'en discuter avec papa et maman, ils ne le savent pas encore. Je me rends compte combien Ernestine m'aime et je me rappelle en même temps qu'elle n'a guère que 4 ans de plus que moi. Madame Victoria Rogers, née Victoria Maria San Felipe Sanchez, déclare que le soir du 5 mars, entre 11h et minuit, dans le vestibule de sa maison, elle a été criminellement attaquée par un homme qu'elle sait maintenant être Alonzo Hunt et que le dit Alonzo Hunt a sexuellement abusé d'elle et lui a fait subir les perversions sexuelles les plus inimaginables.
Je ne l'avais jamais vu. Je sais seulement qu'un Américain d'origine irlandaise, Gary Rogers, un ingénieur, est allé à Porto Rico il y a environ 6 ans, et y a rencontré Victoria qui avait alors 18 ans. Il l'a épousée et l'a ramenée sur le continent. Au lieu de monter, sa carrière a baissé et il semble en avoir conçu de l'amertume. Quoi qu'il en soit, après lui avoir fait 3 enfants, il est parti. Je ne sais rien de l'homme avec qui elle vivait à Orchard Street et avec qui elle s'est probablement enfuie à Porto Rico. Les enfants sont probablement aussi toujours sur le continent, recueillis par sa famille. Son foyer est Orchard Street. Elle habitait au 4e étage. Si le viol a eu lieu dans le vestibule, alors elle a été violée au rez-de-chaussée sous l'escalier. Cela aurait pu se passer au 4e étage, mais c'est peu vraisemblable car il y a 4 appartements sur chaque palier. Pour qui connaît New York, Orchard Street est très loin de Bank Street. Orchard Street est très proche de l'East River et Bank Street est pratiquement dans l'Hudson. Il est impossible de se rendre en courant d'Orchard à Bank, et surtout quand on a la police à ses trousses. Pourtant, Bell jure qu'il a vu Fonny s'enfuir du lieu du crime. Il n'a pu le faire que s'il n'était pas de service ce soir-là, car sa ronde est dans le West Side et pas dans l'East Side. Et pourtant, Bell a pu arrêter Fonny dans notre chambre de Bank Street. Mais c'est à l'accusé de prouver, et de payer pour prouver, l'improbabilité et les contradictions de cette succession d'événements. Nous étions assises dans un bar près de Columbus Circle. Ernestine a la même tactique avec moi qu'avec les enfants de son foyer. Elle vous lâche un gros pavé sur la tête, puis se recule pour voir comment vous réagissez. Elle a besoin de le savoir pour définir sa propre position. Il faut que le filet soit en place. Peut-être parce que j'avais passé presque toute la journée et la nuit précédente à envisager de vendre mon corps, je commençais maintenant à voir la réalité du viol. J'ai demandé, « Crois-tu qu'elle a vraiment été violée ?» Tiche. J'ignore ce qui mijote dans ta petite cervelle, mais cette question est dénuée de tout intérêt. En ce qui nous concerne, bébé, elle a été violée. Un point, c'est tout. Elle s'est interrompue pour boire. Sa voix était calme, mais la tension de la peur se lisait sur son front. En fait, je pense qu'elle a été violée, et qu'elle ne sait absolument pas qui l'a fait. Elle ne le reconnaîtrait peut-être même pas si elle le croisait dans la rue. Ce que je dis peut paraître dingue, mais l'esprit est ainsi fait. Elle le reconnaîtrait s'il la violait de nouveau. Mais alors, ça ne serait plus un viol. Tu me comprends? Oui. Mais pourquoi accuse-t-elle Fonny? Parce qu'on lui a présenté Fonny comme l'auteur du viol, et qu'il lui était plus facile de dire oui que d'essayer de revivre ce cauchemar. Pour elle, c'est fini, sauf le procès. Mais en ce qui la concerne, elle, c'est terminé. Pour nous aussi, c'est terminé? Non. Sa voix, son regard étaient très fermes. C'est une drôle de chose à dire, mais je n'ai pu m'empêcher d'admirer son cran. Pas pour nous. Elle ne me quittait pas des yeux. En un sens, ça ne sera peut-être jamais terminé pour nous, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Écoute, il nous faut y réfléchir très sérieusement et d'une autre façon. C'est pourquoi je voulais prendre un verre seul avec toi avant de rentrer à la maison. Qu'essaies-tu de me dire? J'ai été soudain prise de panique. Écoute, je ne crois pas que nous puissions l'amener à changer sa déposition. Il faut que tu comprennes. Elle ne ment pas. Qu'essaies-tu de me raconter? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon Dieu, elle ne ment pas. Est-ce que tu vas m'écouter? Bien sûr qu'elle ment. Nous savons, nous, qu'elle ment. Mais elle ne ment pas. En ce qui la concerne, Fonny l'a violée, et elle n'a plus à y penser. C'est terminé. Pour elle. Si elle revient sur sa déposition, elle deviendra folle. Ou elle deviendra une autre femme. Et tu sais que les gens deviennent souvent fous, mais qu'ils changent rarement. Bon, alors qu'allons-nous faire? Il nous faut démontrer la fausseté de l'accusation. Inutile de prétendre que nous les obligerons à prouver ce qu'ils avancent, car pour eux l'accusation est la preuve elle-même, et c'est exactement ainsi que ces comptes jurés le verront. Eux aussi sont des menteurs, nous le savons, mais eux pas. Je me suis alors rappelé ce que m'avait dit quelqu'un jadis, peut-être était-ce Fonny. Un imbécile ne dit jamais qu'il est un imbécile. Mais nous ne pouvons pas prouver qu'il mente, Daniel est en prison. Oui, mais Hayward le voit demain. Et après, je te parie que Daniel reviendra quand même sur sa déclaration. Peut-être oui, peut-être non. Mais j'ai une autre idée. Nous étions là assises dans ce bar infect, deux sœurs essayant de garder leur sang-froid. Imaginons le pire. Madame Rogers refuse de revenir sur sa déclaration. Daniel change la sienne. Il reste l'officier de police Bell. Oui. Et alors? Eh bien, j'ai un dossier sur lui. Un long dossier. Je peux prouver qu'il a tué un garçon noir de 12 ans à Brooklyn il y a 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a déplacé à Manhattan. Je connais la mère du garçon assassiné. Et je connais la femme de Bell. Elle le déteste. Elle ne peut pas témoigner contre lui. Ce ne sera pas nécessaire.
Il suffira qu'elle soit dans la salle d'audience et qu'elle le regarde. Je ne vois pas comment ça peut nous aider. Je sais, et tu as peut-être raison. Mais si le pire arrive, et il vaut toujours mieux prévoir le pire, notre tactique doit être de démolir la crédibilité de l'unique témoin à charge. Ernestine, j'ai dit, tu rêves? Non, je ne crois pas, je fais un pari. Si j'arrive à faire asseoir ces deux femmes, la blanche et la noire, dans la salle d'audience, et si Hayward fait bien son travail, nous devrions parvenir à démolir l'accusation par un interrogatoire contradictoire. N'oublie pas, Tish, que l'accusation est pratiquement inexistante. Si Fonny était blanc, il n'y en aurait pas du tout. Bon, je comprends son plan. Ce n'est pas un atout-maître qu'elle veut jouer, mais dans notre situation, il est pourtant très précieux pour une raison simple, nous n'en avons pas d'autre. Mais je comprends aussi que si nous croyons vraiment à ses chances de succès, nous pourrions très bien être assises là, calmes, décontractés, à discuter sur la façon de faire tomber la tête de Belle. Ensuite, nous commanderions tranquillement un autre verre. Les gens ne savent pas. Ok, mais le problème de Porto Rico, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais te parler d'abord, avant d'en discuter avec papa et maman. Écoute, toi, tu ne peux pas y aller, tu dois rester ici, ne serait-ce que pour empêcher Fonny de se laisser gagner par la panique. Je ne vois pas comment moi je peux y aller, il faut que je continue d'allumer des pétards au cul de Hayward. Un homme, impossible, papa ne peut pas y aller et Franck encore moins. Il reste maman. Maman? Oui. Elle veut pas aller à Porto Rico, c'est exact, et elle a horreur de l'avion. Mais elle veut que le père de ton bébé sorte de prison. Bien sûr qu'elle ne veut pas aller à Porto Rico, mais elle ira. Et que pourra-t-elle y faire à ton avis? Ce qu'aucun enquêteur spécial ne peut faire. Elle peut réussir à parler à Madame Rogers. Si elle y arrive, nous serons sauvés. Sinon, eh bien, nous n'aurons rien perdu, et au moins nous saurons que nous avons essayé. Elle est regardée. Et Daniel? Je te l'ai dit, Hayward le voit demain. Peut-être l'a-t-il même vu aujourd'hui, il doit nous appeler ce soir. Je me renverse sur mon siège. Quelle merde! Oui, mais nous sommes dedans. Nous nous taisons. Je me rends compte soudain que le bar est très bruyant. Je regarde autour de moi. C'est un endroit sinistre et je me dis que les gens ici doivent supposer qu'Ernestine et moi sommes deux putains fatigués, ou bien un couple de lesbiennes, ou les deux à la fois. Oui, nous sommes en plein dedans, et ça deviendra peut-être pire. C'est même, soudain, quelque chose d'aussi difficile à percevoir qu'un murmure dans une pièce pleine de gens, d'aussi léger et précis qu'une toile d'araignée, frappe sous mes côtes, fait chavirer mon cœur. Probable. Mais ce coup léger, ce signal m'annonce que ce qui peut devenir pire peut aussi devenir meilleur. Oui, ça deviendra pire. Mais en se tournant pour la première fois dans son enveloppe d'eau arachnéenne, le bébé annonce sa présence et proclame ses droits sur moi. Me dit en cet instant que ce qui peut devenir pire peut devenir meilleur. Et ce qui peut devenir meilleur peut devenir pire. En attendant, quelle éternité, ça dépend de moi. Le bébé ne peut pas naître sans moi. Et bien que, en un sens, je l'ai su depuis un certain temps, maintenant le bébé le sait, et me dit que ce sera certainement pire pour lui quand il sortira de cette eau protectrice, mais que ce qui peut devenir pire peut aussi devenir meilleur. Il va encore rester dans l'eau un bon bout de temps, mais il se prépare au changement. Je dois m'y préparer aussi. J'ai dit, d'accord, je n'ai pas peur. Et Ernestine a souri. Partons.